Voilà, nous allons reprendre. Nous avons vu tantôt le module avec la transmission héréditaire liée au sexe. On va donc dépenser quelques mots supplémentaires sur la détermination du sexe, juste pour que vous puissiez avoir certaines notions. Vous savez qu'il y a des individus qu'on appelle des hermaphrodites. Les hermaphrodites sont des êtres vivants qui sont à la fois capables de produire des gamètes, donc des cellules germinales mâles et des gamètes femelles. Ça, c'est des choses que vous observez souvent, vous le connaissez très probablement. Cette caméra est tournée dans le football, très probablement dans les plantes, les végétaux, mais il y a aussi des animaux qui se reproduisent comme ça parce qu'ils ont la capacité d'avoir tantôt des gamètes mâles et tantôt des gamètes femelles. Les végétaux, vous savez, par exemple, enfin, moi j'aime bien la papaye, alors il y a ces papayers, on me dit non, mais celui-là c'est un mâle, il ne produit pas, donc il faut qu'il soit couplé avec un papayer femelle, comme ça les pollens vont féconder l'autre et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des êtres hermaphrodites. Mais la majorité des êtres dont nous sommes des êtres vivants gonochoriques, c'est-à-dire qui présentent des sexes séparés. Normalement, nous présentons des sexes séparés, même si après, nous allons voir, il y a des cas d'anomalies, de maladies et tout, etc. Donc, le sexe qui porte deux chromosomes sexuels différents, les termes qu'on utilise, c'est hétérogamétique, parce que c'est deux chromosomes sexuels différents. Nous avons vu tantôt que nous, les humains, nous avons deux chromosomes sexuels. Un chromosome qui s'appelle X et un autre chromosome qui s'appelle Y. Vous vous rappelez qu'on a vu, on va revoir encore les chromosomes un peu plus en détail, hein. On a vu que les chromosomes, on sait les identifier en fonction de leur nombre et de leur numéro, selon la forme et ainsi de suite, etc. Donc, quand on a deux chromosomes différents, ça signifie que nous sommes hétérogamétiques. Alors, un allèle récessif sur une personne qui porte deux chromosomes différents sera toujours exprimé. Est-ce que vous avez compris cette notion? L'allèle récessif chez quelqu'un qui est hétéro, allez, on va dire chez le garçon, l'allèle récessif sera toujours exprimé. Supposons que l'allèle récessif, c'est, supposons, D. C'est l'allèle responsable, disons, du déficit mental. Donc, je donne un exercice et j'écris. Si je vous donne un exercice de génétique, j'écris X et je mets petit d. Et puis je prends un autre exercice, j'écris X. Et à côté de X, j'écris grand D et Y. Je vous dis, ça c'est un sujet de sexe masculin. Alors, je vous dis, petit d égale maladie, on va dire déficit mental. Et grand D, on va dire un déficit encore plus fort, hein, c'est toujours un déficit mental, on va dire idiotie. Donc, qui est beaucoup plus marqué. Je vous pose la question. Bob, il a reçu le gène D de sa maman. Question, est-ce que Bob va manifester un déficit mental?
Question. Alors, pour répondre à cette question, je venais de vous dire, les porteurs de sexe hétérogamétique, ça signifie qu'ils ont deux chromosomes différents sur le même allèle. Le chromosome récessif s'exprime toujours chez le sujet hétérogamétique. Est-ce qu'il aura un déficit? Il faut me dire oui. Est-ce qu'ici il aura un déficit? Il faut me dire oui. Maintenant, attrape. Question attrape Nigo, comme on dit. La maman a un déficit B. Et ici, elle a un déficit B et B. Question, c'est une femme. Est-ce qu'elle aura l'expression de la maladie ou pas? Réfléchissez. Petit b, on a dit c'est récessif. On avait déjà vu dans les règles de Mendel que le récessif, il ne s'exprime que quand ils sont à 2, quand ils sont sur le même allèle. Sinon, il ne s'exprime pas. Bon, en fait, vous comprendrez mieux peut-être tout ceci avec des exercices. Alors, le mâle, il est hétérogame. On verra quelques maladies. Quand je vous fais ceci, XY, c'est quel sexe? Masculin. Et puis je mets maintenant X0, c'est quel sexe? Il est hétérogame parce que l'allèle X est différent de l'allèle O. Ce patient est hétérogame. Nous allons voir qu'il existe des gens qui sont X0. Vous allez voir ça en pédiatrie et en médecine. Les porteurs de X0 sont des gens qui ont un aspect physique féminin. Ils ressemblent aux filles. Parce qu'en réalité, celui qui donne la sexualité masculine, celui qui nous rend hommes, excusez-moi de parler aux hommes, c'est le Y, égale masculinité. C'est lui qui nous donne, la force d'être mâle. Nous, les hommes, nous avons le X de maman et le Y de papa. C'est le Y de papa qui nous fait homme, de sexe masculin. Y. Alors, lorsque vous avez X, des anomalies, hein, on a parlé de la trisomie 21 dans les chromosomes sexuels, vous pouvez avoir aussi une trisomie sexuelle. Au lieu d'avoir 2 chromosomes sexuels, 2 gènes sexuels, il en a eu 3. X, Y. Quel est son sexe? Réfléchissez. Quel sera son sexe? Donc, il faut retenir que lorsque le sexe portant 2 chromosomes sexuels sont semblables, on dit qu'on est homogamétique. La femme, normalement, elle est homogamétique. La véritable femme, quand je parle de femme, c'est le phénotype. Celle-ci, elle a un phénotype féminin. Féminin, on met comme ça. Phénotype féminin. Mais la véritable femme, elle est comme ça. Égale féminin aussi. Celui-là, il est hétérogamique. Et celui-ci est homo.
gamique. C'est ça la différence. Mais le phénotype, comme vous le voyez, le phénotype, il est le même. On dit que c'est une femme. Donc voilà, ça c'est juste un point que vous devriez retenir sur la distribution sexuelle. Parce que je pense que c'est quand même important que vous puissiez retenir cela, parce que vous allez voir, il y a de plus en plus d'anomalies sexuelles. Et puis on est dans un siècle où on parle du genre et on ne sait plus ce que c'est être homme ou être femme. Mais ça, c'est contre nature, parce que la nature est tellement forte qu'on ne sait pas changer le gène. Alors, donc, en deux mots, lorsqu'on parle de la sexualité, on peut parler de la sexualité phénotypique et la sexualité génotypique. La sexualité phénotypique, c'est la sexualité somatique. Et la sexualité somatique concerne les caractères sexuels, ce qu'on appelle caractères sexuels primaires et secondaires. Ces caractères sexuels primaires et secondaires, chez nous, c'est, vous avez vu en pédiatrie le stade de Tanner. Donc, c'est les cheveux, c'est les seins, la distribution des poils, les organes sexuels, l'allure, le bassin et tout. Tous ces phénomènes-là sont des phénomènes somatiques qui font que celui qui a telle silhouette, on dit que c'est une femme. Celui qui a une autre silhouette, on dit que c'est un homme. Ça, c'est le phénotype. De la même manière, quand on trouve quelqu'un qui est tout mince, on dit qu'il est maigre. Quand on voit qu'il a un embonpoint, gros ventre et tout, etc., on dit qu'il est gras, qu'il est obèse. Le sexe gonadique ou gamétique, c'est le sexe germinal. C'est le sexe qui est responsable de la reproduction. Ben, la nature c'est le sexe qui dépend de la nature des gamètes. Les gamètes sont donc les cellules responsables de la reproduction. Chez l'homme, ce sont les spermatozoïdes. Chez la femme, ce sont les ovules. C'est ça, c'est ce qui nous donne notre sexualité gonadique. Donc, le sexe, il est soit génotypique ou génétique, c'est-à-dire il dépend de la nature des chromosomes sexuels. Les chromosomes, donc la sexualité, je vais dessiner, hein, comme ça peut-être on comprend mieux. La sexualité, on a une sexualité morphologique. En général, quand je fais ceci, tout le monde sait que c'est une femme. Quand je fais ceci, bon, il faut donner quand même des bras aussi, hein. Ça, même quand vous montrez à un enfant, il va dire, ça c'est papa, ça c'est maman, ça c'est la morphologie. C'est la sexualité somatique, morphologique. Bon, elle se manifeste aussi à travers les habits, mais en général, quand on décide, et nous tous, nous savons dire que ça, c'est une fille, ça, c'est un garçon. La sexualité morphologique, après, on a tout des signes sexuels, secondaires, primaires, de longs cheveux, ici plutôt des cheveux très courts, et puis nous avons la barbe, même si maintenant, vous avez de plus en plus des femmes qui ont la barbe, mais ce n'est pas normal, c'est l'hirsutisme, ce n'est pas normal. Elle ne peut pas avoir la barbe, par contre, elle a un beau sourire, rouge à lèvres et tout, etc. Après, bon, vous avez des organes sexuels qui sont différents et beaucoup de choses. Donc ça, tout le monde sait que ça, c'est la sexualité somatique. Sexe. Après, chacun produit des cellules qui sont responsables de la fécondation. Nous, les hommes, nous produisons des grosses cellules qu'on appelle spermatozoïdes. Les femmes, j'ai inversé, mais enfin, c'est pas grave. Les femmes produisent des grosses cellules qu'on appelle ovules, l'œuf.
Ça, c'est la sexualité gonadique qui dépend des gonades. Et enfin, on a la sexualité génétique, c'est X, X, et là, c'est X, Y. Donc, lorsque nous allons parler en biologie de la sexualité, bon, ça nous concerne nous les humains, surtout maintenant, avec toute cette culture qu'il y a sur le genre, nous allons avoir une sexualité somatique, celle que nous voyons, celle que nous exprimons après. On vous dira, il y a une sexualité psychologique. Moi, je me sens femme, je ne me sens pas homme. Moi, je me sens, aujourd'hui, je me sens homme, demain, je me sens femme. Ça, laissons ce débat ailleurs. Il y a, classiquement, on a ces trois formes de sexualité. La sexualité gonadique, ce sont les cellules que nous produisons pour la reproduction. La sexualité chromosomique ou génétique, ce sont les chromosomes sexuels. Donc, je vais rajouter ici, génétique ou chromosomique. Ce sont les chromosomes sexuels que nous allons trouver dans notre corps. Si je trouve XY, génétiquement parlant, je suis un garçon. Vous avez suivi les Jeux olympiques français, le débat sur la dame, je ne sais pas si je dois dire, bon, écoutez, on m'a dit que c'est une femme, boxeur ou boxeuse, qui dès le premier round de l'italienne est tombée, elle a abandonné. Après, les autres disent non, elle est génétiquement masculin. Il paraît que non, que génétiquement parlant, elle est XX. Ah, comment est-ce que... Oui, parce qu'après, il y a les gonades. Ça, c'est autre chose. Et puis, il y a le soma, le corps. Bon, on n'entre pas dans ce débat-là. Enfin, voilà. Au moins, c'est pour que vous puissiez retenir qu'il y a les maladies liées au sexe. Nous allons les parcourir. Hein. Donc, nous avons vu la génétique. Pour résumer, nous avons vu la génétique, plusieurs chapitres. Nous avons vu, grâce à Mendel, la génétique et nous avons appris les règles de la transmission autosomale ou somatique. La transmission somatique. Et puis, nous avons vu, bon, avec Mendel, nous avons appris les règles qu'il existe des gènes, donc des allèles, des gènes qui sont dominants et d'autres qui sont récessifs. Nous avons vu les règles et la façon dont ces gènes vont se représenter d'une génération à l'autre. Et les générations, nous les représentons par les lettres F. Filiation, première filiation, deuxième génération, F1, F2, F3 et ainsi de suite. Nous avons appris aussi qu'il y a des... nous avons aussi appris la transmission liée aux chromosomes sexuels. Vous vous rappelez, on a dit qu'on a 23 paires de chromosomes, 22 paires somatiques et une paire sexuelle. Les chromosomes sexuels se transmettent les gènes, les caractères différemment, ne suivent pas nécessairement la loi de Mendel. Et ça, c'est grâce aux travaux du biologiste qui a travaillé sur les mouches drosophiles. Hein, vous vous rappelez, qui avaient des yeux rouges, et puis par hasard, en couplant les mouches avec des yeux rouges avec une mouche blanche de sexe masculin, ils ont observé qu'à la première génération, toutes les mouches qui étaient nées avaient des yeux rouges. Mais lorsqu'on passe, on les croise entre elles, on trouve alors une variation, on trouve des mouches qui ont des yeux clairs ou blanches, etc. Parce que ça, c'était lié au sexe. Après, nous avons maintenant vu la transmission des maladies un peu plus en détail, en tenant compte des humains, liées au sexe. Et nous avons défini la sexualité, le sexe. Nous avons une définition somatique, une définition gonadique et une définition génétique ou chromosome. Nous avons vu aussi au début que tout ceci
concerne la génétique qui dépend du noyau. Tout à fait au début, on avait dit que le bagage, vous vous rappelez, on a vu le génome, génomique, génome, on a dit que le génome, chez nous les humains, n'est pas totalement ou complètement concentré dans le noyau, dans le cœur de la cellule, parce que nous avons aussi un génome qu'on appelle un génome extracellulaire. Le génome extracellulaire, c'est celui qui se retrouve chez nous les humains dans les mitochondries, ces petites centrales énergétiques que nous avons dans les cellules. Et la transmission de l'hérédité extra-chromosomique n'obéit pas aux règles de Mendel. Ça se transmet différemment. Et ici, je vous ai mis une image qui montre que dans les cellules, les chromosomes, les mitochondries sont mélangées entre les mitochondries qui ont une mutation, par exemple, et les mitochondries qui ne l'ont pas. Alors, moi, j'aime bien faire l'exemple du spermatozoïde. Il est là avec sa grosse tête, l'ovule est là, de la maman. Le spermatozoïde, il a une grosse tête, un gros noyau, bla, 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 et très peu de cytoplasme. L'ovule de la maman a beaucoup de cytoplasme. Dans le cytoplasme de la maman, nous allons voir plusieurs mitochondries. Pourquoi? Parce que les mitochondries sont dans le cytoplasme, donc il y en aura plusieurs. Chez papa, très peu, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Très peu, donc très peu de mitochondries chez papa. Question, quand le spermatozoïde entre, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui va entrer pour provoquer la fécondation. En général, vous avez appris que quand le spermatozoïde entre, quand il entre, il coupe la queue reste. Donc, une partie de la queue, ça, va rester, et c'est la tête surtout qui va entrer. Et quand ils entrent là-dedans, donc, nous aurons, après la fécondation, à la fécondation, nous aurons le noyau, je vais le mettre en vert, hein, de papa, qui est, bon, couleur verte. Le noyau de papa qui est entré là-dedans, qui va se mélanger et tout, etc. Et il y aura quelques, je mets en vert les chromosomes de papa, quelques rares chromosomes, généralement il y en a très peu qui vont entrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conception, le moi égale moi. Alors, question, vous les hommes, avez-vous le même bagage, attention, je parle du génome, le même bagage génétique issu de maman et de papa? Est-ce que c'est le même? Bon, réfléchissez, vous n'avez qu'à regarder l'image. Nous sommes donc plus génétiquement parlant, nous sommes plus maman que papa. Pourquoi? Parce que en dehors des chromosomes somatiques et de l'immunité chromosomique nucléaire, ça j'ai mis ce noyau, nous avons hérité, nous tous, de la part de nos mamans, les chromosomes extranucléaires ou mitochondriales. Donc, nous sommes plus de bagages qui appartient de la maman que de bagages qui appartient au papa. Cette découverte a permis de découvrir aussi certaines maladies génétiques, on appelle des maladies génétiques mitochondriales. Voilà. Donc, ce qui est important et qu'il faut retenir, la génétique, nous avons vu la transmission des caractères génétiques somatiques
Et puis, nous avons vu la transmission des caractères génétiques liés au sexe. Et puis, nous avons vu aussi la transmission des caractères génétiques extranucléaires. 3 types de transmission. C'est ce qui va nous permettre de découvrir que nous avons des maladies différentes. On dit, mais dans cette famille, on ne comprend pas. On veut suivre les règles de Mendel. Non, ça ne suit pas la règle de Mendel. Nous allons voir quelques exemples. Voilà. Quand vous êtes en L2, L3, je vais juste vous citer quelques maladies héréditaires en fonction du type de transmission. Nous allons voir maintenant les maladies héréditaires à transmission dominante, maladies héréditaires à transmission récessive. Là, je ne donnerai pas des exemples parce qu'au début du cours de génétique, je vous ai dit le modèle, l'exemple typique que nous allons utiliser pour parler des lois de Mendel. Nous parlerons de la drépanocytose. Et donc, je ne reviendrai pas dessus parce que je vous ai assez nourri avec la drépanocytose. Et enfin, on verra aussi quelques maladies héréditaires à transmission sexuelle. Les maladies à transmission autosomique, je vais vous en citer certaines que vous pourrez retenir. Ce tableau, vous allez le garder, hein, vous pouvez, c'est ça pour votre culture, mais c'est surtout ce qu'on trouve dans les pays européens, parce que eux, ils recherchent tout. Vous savez, en Europe, lorsqu'on a le fruit de l'avortement, un mort-né et tout, on étudie les fruits de l'avortement, on les étudie pour aller étudier les chromosomes et tout. On dit, tiens, ce petit avorton, il avait une déformation, il avait 46 chromosomes plus 4 sexuels, donc c'est ça qui fait qu'il n'a pas survécu. Mais ici, chez nous, on jette tout, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle achondroplasie. Ça, vous pouvez retenir parce qu'on les trouve aussi chez nous. Achondroplasie, ce sont toutes ces maladies-là un peu que vous trouvez dans des familles qui ont des déformités en fait. Ils ont parfois une grosse tête, une stature qui est courte, des jambes qui peuvent être inclinées dans un sens, etc. D'une façon générale, ils figurent dans ce qu'on appelle les achondroplasies, des maladies qui sont dues à un défaut du système cartilagineux et de croissance. Alors, ça peut être les bras qui sont... Je ne parle pas de la phocomélie, hein, mais ça aussi, ce sont quand même des anomalies. Mais ça, elles étaient dues en général à l'utilisation de thalidomide, un médicament chez les femmes enceintes, etc. Mais ça, les achondroplasties, vous allez trouver dans les livres et tout plusieurs formes. Quoi. Parfois, vous voyez les gens qui sont obliques naturellement. Et puis, vous regardez dans la famille, vous allez voir que peut-être la maman aussi, elle est comme ça. Elle marche comme ça, elle a une jambe très fine, courte, et puis des gros bras, des choses comme ça. Voilà. C'est juste pour vous donner quelques maladies à transmission dominante, achondroplasie. Alors, une autre maladie à transmission dominante, c'est, que nous trouvons chez nous aussi, c'est la neurofibromatose. Bon, le nom peut être compliqué. De von Recklinghausen. Von Recklinghausen, la neurofibromatose. En fait, c'est une maladie neurocutanée. C'est une maladie neurocutanée qui est marquée par la présence des taches, je vous le dis comme ça, des taches qu'on appelle capellées sur le corps des Européens. Chez nous, ça sera un peu ardoisé parce que nous avons déjà une peau noire qui n'est pas café. C'est une maladie qui est caractérisée par des problèmes cutanés, mais aussi des problèmes neurologiques. Le problème neurologique, c'est qu'on a des espèces d'anomalies dans le cerveau et donc on aura des convulsions, et puis on a des taches. C'est la chose que vous devez retenir, deux choses. Eh bien, cette maladie, en général, lorsque vous trouvez un enfant qui convulse tout le temps et qui ne fait pas d'épilepsie comme telle, si vous lui trouvez des taches sur le corps, des taches capellées, demandez si dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui a des taches. Vous trouvez qu'on dira, oui, son papa a aussi des taches. Et si vous interrogez le papa, il vous dira, oui, quand il était petit, il convulsait aussi. Maladie de von Recklinghausen. Neurofibromatose. Ça, c'est une chose qu'on trouve aussi dans notre milieu. Il y a plusieurs types, hein, comme vous allez voir ça.
Après, il y a ce qu'on appelle le syndrome de Marfan. Le syndrome de Marfan, ce sont des personnes qui sont très hautes de taille, longues, minces, avec des longs doigts, un peu comme des araignées. Bon, ce sont des anomalies. Eh bien, vous allez trouver le papa, il est comme ça. Vous allez trouver le fils aussi, il est comme ça. Je ne dis pas que c'est lié au sexe, hein, c'est dominant. Donc, si c'est sur un chromosome 23 et que c'est parti chez la fille, vous aurez une fille très haute de taille avec des doigts et avec une fragilité des os et tout, etc. Voilà, ça, ce sont les maladies autosomiques dominantes. Moi, je pense dans notre milieu. Et puis, bon, il y a d'autres en neurologie, hein, ce qu'on appelait la maladie de Huntington, c'est des mouvements bizarres, là. Bon, ça, je vous épargne cela, vous verrez ça dans les cliniques. Voici juste un exemple que vous puissiez vous rappeler. Vous vous rappelez, on a appris à faire l'arbre généalogie, la transmission autosomique dominante. Le dominant, on le représente comme s'il est entièrement homozygote. Pourquoi? Parce qu'il domine. Parce qu'il domine. Mais c'est vrai que dans les maladies dominantes, bon, ça, ce sont des nuances de la génétique. On verra aussi, il y a des maladies, des gènes dominants, mais avec des pénétrances variables. La pénétration peut être variable, c'est-à-dire l'expression de la maladie peut être variable. Il y a chez certains où l'expression n'est pas complète, et alors il est un peu intermédiaire. Bon, je vais vous donner des exemples de couleurs. Vous savez, dans l'albinisme, il y a ceux qui sont blancs, mais il y a aussi de l'albinisme de ceux qui sont plus ou moins bruns, comme ça, là. Donc, il y a quand même des variations aussi. Enfin, je ne dis pas que, mais enfin, au moins, vous retenez que quand on parle de transmission dominante, comme vous regardez le schéma ici, ceux qu'on a mis en rouge, et je vous avais dit, en général, le patient malade, on met une flèche, c'est le patient qui est affecté ou le prépositus. Les maladies à transmission récessive, là, il y en a beaucoup. Je ne vous les cite pas parce que vous les connaissez. Et là-dedans, n'oubliez pas la drépanocytose. La drépanocytose, du moins chez nous. En Europe, c'est l'autre maladie, on en avait parlé la fois passée, on appelle mucoviscidose, qui était la première maladie génétique en Europe, du moins en France, et qui est devenue maintenant deuxième parce qu'elle a été surplantée par la drépanocytose. Donc, maladie à transmission autosomique, c'est tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, en général, facile à retenir, vous pensez à la drépanocytose. Je répète, la drépanocytose est une maladie autosomique récessive. Je reprends, elle est récessive. Ça signifie quoi? A, S. Je vais écrire le S en petit parce que nous avons dit que, au point de vue génétique, un caractère qui semble être dominant, on l'écrit en majuscule. Celui qui est récessif, on l'écrit en minuscule. Donc, j'écrirai comme ceci. Ça signifie quoi? Si AS et AS se marient, ils vont avoir des enfants qui sont A, on va dire hémoglobine A normale, mais deuxième lien, ils vont avoir un enfant qui sera SS. Et puis ici, si c'est celui-là qui se lie avec l'autre, ça sera SA. Comme le A est dominant, donc je dis qu'il est normal. Et puis, ce autre S va avec l'autre. Ils auront donc un risque d'avoir un enfant S. Ce sont les risques. Les risques. Je ne dis pas qu'au quatrième enfant, ils auront un enfant SS. Non, risque. Ils peuvent avoir un premier enfant AA, deuxième enfant AA, troisième enfant AA. Il dit, ah, Dieu nous a bénis. Oui, c'est comme ça. Mais le cinquième SS, le sixième SS. Ah, il nous a mal, il nous a maudit. Non, ce sont les règles de transmission de la génétique. Enfin, on va terminer avec les maladies à transmission liées au sexe. Il y a ce qu'on appelle la maladie du X fragile. La maladie du X fragile, c'est une pathologie qu'on ne connaissait pas, qu'on connaît et qui fait que
on a trouvé surtout en Europe, hein. Ces patients-là sont fragiles et ils sont facilement susceptibles d'être infectés par des infections et tout, etc. En fait, ils ont un problème de l'immunité et de la défense cellulaire et tout, etc. Mais la maladie que vous devez connaître, c'est l'hémophilie A. L'hémophilie A, vous allez la voir avec le docteur Ngeleka parce qu'ils sont en train de faire le dépistage de l'hémophilie dans notre pays. Et ça, c'est une maladie liée au chromosome sexuel. Deuxième maladie liée au chromosome sexuel, c'est le déficit en G6PD ou favisme. Ça aussi, vous verrez ça dans le cours d'hématologie. Enfin, il y a aussi certaines cécités, ce qu'on appelle des cécités de couleurs, des gens qui ne savent pas voir certaines couleurs. Ça aussi, il y a ces sujets qui sont déficients pour identifier certaines couleurs. C'est lié au sexe. Voici comment se présente une maladie à transmission sexuelle et nous terminerons avec cela pour la journée. Maintenant, vous, ce que vous devriez faire, c'est pouvoir interpréter. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les exercices que vous ferez, les devoirs, les questions de l'examen, c'est par exemple un arbre généalogique et vous devriez l'interpréter. Là, vous devez dire c'est un monsieur qui s'est marié avec une femme et ils ont eu combien d'enfants? 2 enfants, un garçon et une fille. Après, vous me dites de l'autre côté, c'est une autre famille. Il y a eu un monsieur qui est affecté d'une maladie liée au sexe. Le titre, je vous ai dit, transmission récessive liée au sexe. À une femme qui est bien. Eux, ils ont eu quoi? Ils ont eu 3 enfants. Et si vous remarquez que le garçon, on a mis un point au milieu, ça signifie il est quoi? Il est porteur de la maladie liée au sexe. Le deuxième, il est aussi porteur de la maladie liée au sexe. La fille, elle est bien portante. Maintenant, la deuxième génération, le fils du premier couple se marie avec une fille. Celle-ci, d'où est-ce qu'elle vient, celle-ci? Elle vient de la famille ici, non? Plutôt, pardon, son garçon ici va se marier dans la famille B avec une fille porteuse. Les filles, c'est rond, les garçons, c'est carré. Avec une fille porteuse, ils ont 3 enfants. Le premier enfant, le deuxième, le troisième, c'est un garçon, il est malade. Il est malade. Quand vous regardez toujours dans cette famille, parce que c'est une famille des sujets qui étaient malades. Ils ont transmis la maladie dans la famille A. La fille porteuse, elle a eu un garçon. Le garçon, il est malade. Voilà. Donc ça, c'est la transmission récessive liée au sexe. Maladie récessive liée au sexe. Les filles sont porteuses. Pourquoi elles sont porteuses? Parce que les filles ont 2 allèles semblables. Elles sont homogamétiques. Elles ont 2 allèles semblables. Donc, si X, une partie est malade, l'autre est bien portant. Elles sont tout simplement porteuses. Les garçons, eux, ils n'ont qu'un seul chromosome X. Le chromosome X est malade. Les garçons sont quoi? Alors, exercice à faire à la maison. Citez-moi un exemple de maladie à transmission récessive liée au sexe
qui ressemble au tableau que vous êtes en train de voir ici. Voilà, on va arrêter ici. Vous allez faire cet exercice et les assistants vont vous accompagner et nous allons arrêter la formation ici. Voilà, on met fin, mettre fin.